Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast éthique, le podcast où je reçois des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, moralité, éthique et solidarité. La preuve, ils partagent leurs connaissances, leur savoir et leurs bons conseils dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus que jamais d'actualité qui fait un peu fantasmer aussi, la crypto-monnaie. Et j'ai le plaisir de recevoir Mourad, grand passionné de crypto. Il va nous expliquer tout ça. Comment tu vas, Mourad? Bonjour, bonjour, très bien, alhamdoulilah. Et vous? Ça va, Mourad. Je vais bien. On va se tutoyer, hein, puisqu'on se Bien connaît sûr, déjà. On va depuis tellement de pas, temps. on va pas faire semblant. J'aimerais déjà que tu te présentes assez brièvement pour ceux qui nous écoutent, qu'on comprenne bien qui tu es aujourd'hui et ton lien et ton expertise dans la crypto-monnaie. Ça vient d'où? Donc, pour la faire court, je suis tombé dans la marmite Bitcoin et blockchain depuis le premier ATH. Donc, le premier haut que le Bitcoin a connu en 2017. J'étais à l'époque en école de commerce et le Bitcoin avait atteint 17 000. Et c'était la première fois que le commun des mortels en entendait parler en France. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi cette technologie, c'est quoi le Bitcoin? Et de fil en aiguille, bah, je me suis passionné. Donc un précurseur en France sur le Bitcoin. Mais avant d'aller plus loin, toi, c'est quoi un peu ton parcours? Tu viens d'où? C'est quoi ton parcours académique? Donc mon parcours académique, je suis diplômé d'une école de commerce, donc j'ai un master. Mhm. Et de fil en aiguille, j'étais sur du marketing au départ, et après je me suis spécialisé sur de la chefferie de projet. Et je suis bientôt, depuis 7 ans et quelques, sur du Product Management. Et actuellement, je suis entre Paris et Lausanne, en Suisse. D'accord, donc t'habites un peu entre la France et la Suisse, C'est bien ça. mais il va falloir vulgariser aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, puisqu'il y aura de tout niveau, à mon avis, des gens très calés en crypto et puis des gens qui s'y connaissent pas vraiment. Oui, Déjà, avant de parler de crypto, est-ce qu'il faut pas parler de blockchain déjà, nous expliquer un peu la blockchain? bien sûr. Euh, pour faire simple, donc juste pour info, j'ai eu une communauté de 200 passionnés environ. On est sur WhatsApp, on discute de la blockchain et surtout je donne mes, mes conseils et surtout je leur donne les astuces à ne pas faire. Donc moi, au départ, j'ai fait des erreurs. Par exemple, juste pour info, à l'époque, lorsqu'on avait pas du tout la connaissance de la blockchain, on est sur Binance. Binance, c'était la première plateforme. Maintenant, elle commence à rétrograder. Mais en fait, on investissait sur tous les types de jetons. Et la plupart du temps, bah, ça faisait des fois 2, fois 3, fois 4. Parce qu'il y avait pas, il y avait tellement peu de jetons, ça captait toutes les liquidités et t'étais quasiment sûr de gagner un beau billet. Si t'investissais beaucoup, bien sûr. De fil en aiguille, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai investi sur des tokens des mecs qui ont créé des tokens. Un token, c'est un jeton, il est sur la blockchain. Et tu peux perdre du jour au lendemain, tout simplement. Donc ça, faut vraiment. La blockchain en deux, trois phrases, c'est quoi la blockchain? La blockchain, pour faire simple, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un registre décentralisé. Souvent, on dit que c'est une base de données comme toutes les sociétés ont des bases de données où il y a des informations sur les clients, sur les partenaires, sur de tout type de données. Mais cette blockchain, elle est tellement, enfin, le trilemme de la blockchain, on l'appelle, c'est l'aspect décentralisation. Ça veut dire elle n'appartient à personne, mais en même temps, elle appartient à tout le monde, parce que tout le monde peut voir ce qui s'y déroule. Elle est sécurisée. Ça veut dire ça, c'est un point très important, la sécurité. Si demain la blockchain saute, ça veut dire elle n'est pas sécurisée, donc c'est un point très important. Et le dernier, c'est la scalabilité. Ça veut dire qu'il y ait une transaction ou 300 millions à la seconde, le système doit être le même pour un type de transaction. Donc Est-ce que voilà, tu c'est pouvais faire ça. une petite métaphore, pas si on vulgarise à l'extrême, on pourrait comparer ça à quoi en fait, une blockchain? Une blockchain, tu la vulgarises sur le fait que je pourrais dire qu'elle appartient à tout le monde, mais en même temps elle appartient à personne. Tout le monde peut voir ce qui s'y déroule. Tu peux y dérouler de nombreux cas d'usage.
comme par exemple les différents NFT, le métaverse, les cas d'usage de traçabilité, les cas d'usage l'identité numérique. Il y a une multitude de cas d'usage qui existent parmi les différents projets qui existent, les différents tokens et les différents blockchains avec différentes layers 1, layer 2, layer 3. Bref, c'est un monde qui est tellement vaste. Et je peux vous donner plein de mots comme ça, les jeter à la volée pour montrer mon expertise, mais ça ne servira à rien et je préfère aller rester sur le large, parce que sinon on va se perdre dans les mots techniques. T'as bien raison. Mini pause, ce sera coupé, mais tu peux te recadrer un peu. T'es un peu un peu à gauche. Voilà, comme ça bouge plus. Ok. Ok, mais la blockchain, c'était quand les débuts de la blockchain et ça a changé quoi dans notre société en fait? On va se référer d'abord à la blockchain Bitcoin, parce que c'est la mère des cryptos, et c'est celle qui a lancé le mouvement dans les années 2009, je crois, par une personne ou un groupe de personnes dénommé Satoshi Nakamoto. Donc, Ouais. en gros, la blockchain Bitcoin, c'est un c'est une agglomération, comment ça s'appelle? Pas une agglomération, parce qu'on va dire que c'est une ville, mais c'est un conglomérat Conglomérats. ouais, conglomérat de différentes technologies, de différentes technologies qui ont été créées et scindées par Satoshi Nakamoto, le groupe ou la personne, derrière la technologie Bitcoin. Donc le D'accord. Bitcoin ne s'est pas créé du jour au lendemain. C'est beaucoup de petites technologies qui se sont mises bout à bout, l'une à l'autre, accolées, connexes, pour Oui, former le Bitcoin. mais en quoi cette blockchain, avant même de parler du Bitcoin, en Mhm. quoi la blockchain devient un élément qui change les règles du jeu dans notre société en fait? Très important. C'est l'aspect, souvent on le répète, c'est l'aspect décentralisation. C'est quoi la décentralisation? C'est le fait que, par exemple, on va revenir souvent à l'aspect financier. L'aspect financier sur la décentralisation Bitcoin, c'est que quand tu détiens tes clés privées et tes clés publiques, ton argent, tes satoshi, ton bitcoin, il t'appartient de A à Z. Ça veut dire que tu es souverain dans ta monnaie. Et elle est là la puissance. Par exemple, quand tu souhaites Elle appartient retirer plus à, c'est plus, on n'est plus dépendant des banques en fait. du tout, il est là le point principal. De l'aspect financier, on en a besoin, c'est l'économie. L'économie tend sur c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc le Bitcoin vient remplacer un peu, j'ai oublié de parler bien sûr de l'aspect cypherpunk. Vous On va pouvez aller venir dessus. après. Ouais, ok. Bah ça, c'est l'esprit libertarien de toutes les économies. Donc c'est l'aspect financier et décentralisé où tu détiens ton argent et tu peux en faire ce que tu veux. Et surtout, l'échange entre Bitcoin, tu as un QR code, j'ai un QR code, je t'envoie de l'argent, tu montes ton QR code, je t'envoie de l'argent avec mon téléphone. Tout simplement, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Ça s'appelle la désintermédiarisation. Bah, c'est avec tout ce qui est en cours avec les différentes grosses boîtes, donc les GAFAM. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. L'Uberisation, Airbnb, il n'y a plus d'intermédiaire entre le client, l'utilisateur final, et celui qui permet le service. Je vois, je comprends bien le principe et effectivement ça change tout. Maintenant qu'on a parlé de blockchain, et avant de parler spécifiquement du Bitcoin, les crypto-monnaies, un peu d'histoire sur les crypto-monnaies. L'histoire sur les crypto-monnaies, bah, il y en a eu tellement c'est obligé que l'on parle des scammers. Donc, c'est des personnes qui créent qui créent des projets qui font que du marketing sur le même coin. Par exemple, les mêmes coins, c'est des bullshit, c'est du bullshit, c'est des choses qui n'ont aucune valeur. À part s'il y a une grosse communauté, une hype qui permet de faire monter artificiellement ce même coin. Par exemple, sur les sites internet comme Pump.fun. Pour le fun, ils vont lancer des pléthores de meme coins avec plein d'histoires derrière, mais au final, c'est que du vent. La hype est là pendant une demi-heure, 5 heures, 10 jours, un mois, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Tu t'es fait rug pull ton oseille. Voilà. Mais c'est, quand je parlais histoire, ça a commencé quand les cryptos? Et puis, est-ce que le Bitcoin c'était la première? Tout à fait, le Bitcoin, c'est la première. Je confirme. Le Bitcoin, il a été créé en 2009 et c'était la première. C'est la... 2009, hein, c'est récent quand même, hein.
C'est récent, mais elle a fait je sais plus combien d'augmentation, en 200 000 ou 150 000% d'augmentation depuis le début. Donc le Bitcoin, c'est créé par qui? C'est quel pays déjà? C'est quelle personne? C'est qui? On sait pas, on C'est sait pas. incroyable. Comment on sait pas? Bah, on peut pas savoir. Et elle est là la puissance. C'est que le système, il existe, il est auto-existant, il est auto-résilient, il s'auto, je pourrais te le traduire? Il existe par lui-même. Parce qu'il y a des mineurs qui sont récompensés, parce qu'il y a des acheteurs qui en ont besoin, parce qu'il y a il y a tellement de, et en fait, les acteurs de cet écosystème Bitcoin en ont besoin parce il est autosuffisant. Mais il y a bien quelqu'un qui a déposé le nom Bitcoin à un moment donné. Tout à fait, on a tout à fait, bien sûr, on a un peu d'historique par rapport à ça. On a des grands noms, des grands noms il y a par exemple un organigramme qui reprend toutes les différentes technologies sous forme de diagramme, je crois que c'est Ishikawa. Bref, c'est un diagramme en forme d'arête de poisson Ouais. et il reprend toutes les différentes personnes comme Hal Finney. C'est souvent aux États-Unis, avec par exemple l'algorithme SHA 256. C'est un algorithme de chiffrement. Donc, pour créer, par exemple, ta clé privée euh, découlant de ta clé publique, la clé publique, par exemple, elle dépend de ta clé privée. Elle Ouais. est créée avec sous forme de curve. Bref, c'est des mathématiques de haut niveau, qui permettent de créer ta clé publique. Tu vas envoyer ta clé publique à quelqu'un et ta clé privée, tu la gardes. Tu ne dois la montrer à personne. Et avec ta clé publique, tu peux recevoir et transférer des fonds. Si on D'accord. revient au diagramme avec les différents concepts et les différents algorithmes, les différents consensus, les différents procédés mathématiques et procédés technologiques qui ont créé le Bitcoin, bah, c'est la mère des cryptos et c'est sur lequel repose la confiance totale de plus en plus d'institutions investissent dans le Bitcoin. Mais il y a une nationalité, c'est américain le Bitcoin? Du tout. Non, il y a pas de nationalité. D'accord. Parce Bien qu'il me sûr. semble qu'il y a il y a des crypto-monnaies dont on peut dire elles sont chinoises, marocaines. Bien sûr, en gros, c'est les porteurs de projets. Bah ça, on faut différencier les blockchains. Déjà, on peut dire il y a les blockchains publiques et les blockchains privées. Les blockchains publiques, elles sont créées, elles sont en open source. Par exemple, le code Bitcoin est sur GitHub et tout le monde peut aller le vérifier, peut aller l'auditer. Et si tu souhaites une modification, tu dois avoir tant d'expérience, tant d'années d'expérience, tant de choses pour pouvoir proposer un PIB. Ça veut dire une processus improvement, une amélioration. Et il y a les blockchains privées, elles sont par exemple comme Solana, ça appartient à une fondation. Il y a une fondation derrière et il y a des pays qui ont investi, tout à fait, c'est normal. Et ils la développent et ils la conçoivent et ils l'améliorent de jour en jour. Et il est là. Et il y a d'autres Donc, blockchains qui sont pour les entreprises. d'accord. Donc, début du Bitcoin 2009. Toi, Oui. tu t'es intéressé aux cryptos 2015, hein? 2017, le premier ATH. 2017, pardon. Yes. Donc, ouais, 8 ans. Pourquoi un matin tu te lèves comme ça et tu commences à t'intéresser? Et ensuite, ça a fait que grandir, en fait, ton intérêt pour les cryptos. Ça, c'est mon Tout à fait. premier point. Hmm. Et comment tu te cultives et comment tu te formes sur le sujet? Donc, le premier point, pourquoi je me suis dit Bitcoin et pas une autre. Donc, au départ, je me suis dit, j'ai vu un chiffre sur le journal de France 2, je me souviens, je crois, 17 000 euros le Bitcoin. C'est une crypto, c'est une monnaie virtuelle qui n'existe pas et qui peut changer nos usages. Ok. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas, c'est quoi ça? Je me suis intéressé. Là, sincèrement, au début, c'était uniquement sur l'aspect spéculatif. Je me suis dit, c'est quoi cette crypto et pourquoi elle augmente de 300% en 6 mois? Est-ce que c'est normal? D'où ça vient? Et donc, de fil en aiguille sur Internet. Il y a eu différents cycles. Il y a eu des grosses baisses. Par exemple, à un moment, elle a atteint, dans les années 2021, elle avait atteint 3 000 $. Donc pour 3 000 $, tu avais un Bitcoin qui aujourd'hui vaut, je crois, il valait 99 700 il y a quelques minutes. Donc de fur et à mesure, je me suis intéressé, je me suis dit,
c'est peut-être une révolution. Et je pense vraiment, je pèse mes mots, c'est une révolution technologique. On ne le sent pas, on n'a pas les éléments, les tenants et les aboutissants de cette révolution, mais j'en suis persuadé. Et il y a beaucoup de geeks et de personnes qui sont calées sur le sujet qui se disent, c'est l'IA, surtout l'IA, c'est une révolution, mais blockchain plus IA, ça va être le combo total, combo gagnant pour les personnes qui les maîtrisent. Et pour Ouais. revenir à mon apprentissage, bah aussi en 2023, j'ai fait une école qui s'appelle Alira, et je les salue au passage, une très belle école et ça a été la première école blockchain en France. C'est un bootcamp de 3 mois et où on apprend de A à Z Bitcoin, Ethereum. Donc le rival du Bitcoin, c'est l'Ethereum. C'est là où on peut construire des dApp, donc c'est des applications comme Waze, comme Deezer, comme toute application que tu veux, mais qui, elles, sont décentralisées. Donc dApp, ça veut dire Decentralized Application. Voilà. Le lien entre... Vas-y, je te laisse terminer. Vas-y, vas-y. Ouais. Et mes principaux canaux d'apprentissage, donc c'est souvent sur Twitter. C'est là où est l'information sur toutes les cryptos et d'autres sites en parallèle. Donc ça dépend en fait quelle information tu souhaites avoir. Il y a les différents sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko qui sont sur l'actualité crypto en général, l'évolution des différents tokens. Ou alors si tu veux aller puiser l'information seul, c'est sur Twitter. Tout est souvent en anglais. Je précise d'ailleurs que toi, aujourd'hui, tu transmets l'information à d'autres, hein. Tu as un groupe, notamment sur WhatsApp, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça, je confirme. Donc, Est-ce que tu souhaites un peu d'historique sur ce groupe WhatsApp? allez, on fait une petite parenthèse, vas-y, explique-nous. Allez, merci. La petite parenthèse sera vraiment courte. Au départ, c'était que du bouche à oreille, c'était que mes amis. Donc sur ce groupe WhatsApp, je l'ai créé il y a bientôt 2 ans, je crois. Il valait environ 45 000 $ le Bitcoin. Et je discutais, je leur demandais, n'hésitez pas à en parler autour de vous de ce groupe. Je fais ça gratuitement. Je vous donne toutes les infos, vous avez juste à poser les questions et j'y répondrai. Juste pour vous transmettre la passion que j'ai envers les différentes blockchains. Et donc, et je leur ai prévenu, là, il y avait pas beaucoup d'engouement. Donc, ok, j'ai laissé. Et un jour, je me suis dit, tiens, je sais que je suis persuadé que le Bitcoin va un jour atteindre les 100 000. J'aurais dit, si le Bitcoin atteint les 100 000, le groupe deviendra payant. Donc voilà, juste petite parenthèse, le groupe est actuellement payant et de jour en jour, je reçois pas mal de monde qui souhaite y entrer. Et donc, Tant voilà, mieux, tant mieux. ça me fait une Tant petite mieux, source de... je suis dans le groupe, hein, voilà, je vais le dire aussi, donc j'ai bénéficié de nombreux conseils. Tu m'as aidé à me lancer dans mes premiers investissements en Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, donc et c'est aussi pourquoi je t'invite aujourd'hui, parce que je sais, je connais tes connaissances sur le sujet et tu nous Merci. partages beaucoup, beaucoup de valeurs dans le groupe et puis aujourd'hui dans le podcast. Je vais revenir un peu sur le... Donc, on a parlé blockchain, on a parlé le Bitcoin qui est une parmi d'autres crypto-monnaies. Pourquoi, si la blockchain n'existait pas, les crypto-monnaies n'auraient pas pu exister? Parce que si les cryptos, bah ça va de pair. En gros, on peut pas avoir de crypto si on n'a pas une blockchain. C'est l'écosystème derrière. Si on n'a pas tout simplement, la blockchain, c'est la fondation. C'est les bases. C'est la couche one, la couche 1. C'est le layer one. On l'appelle ça layer one. Si on n'a pas ce layer one qui répond au trilemme de la blockchain, comme je l'évoquais, décentralisation, scalabilité et sécurité, on ne peut pas avoir de projet en layer 2. La plupart du temps, c'est des layer 2 qui viennent s'implémenter sur le layer 1 et qui viennent donner des améliorations. Et donc si on n'a pas de blockchain, on n'a pas de crypto-monnaie tout simplement. Enfin, c'est interconnecté. Tu peux dire un peu, ouais, comme si t'as pas le football, t'as pas la Ligue des Champions, quoi. C'est ça si tu veux en termes footballistiques, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vite. C'est peut-être pas la plus appropriée. Il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui autour du Bitcoin, des crypto-monnaies. Je veux qu'on parle quand même des risques aujourd'hui que comportent ces Oui. cryptos. Tout à fait. Bah, les cryptos, c'est un environnement de requins. C'est des rapaces. C'est juste pour exemple avec les mêmes coins.
J'ai des personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans des meme coins, mais en pensant que ça allait un jour monter. Ils ont gagné enfin, ça a augmenté pendant quelques heures, mais ils ont perdu par exemple 10K sur un meme coin, un shit coin, vu que derrière il n'y a aucune valeur ajoutée. Et ils pensaient faire une plus-value. Mais non, en fait, moi, ce que je conseille à tout mon audience, sur LinkedIn notamment, c'est d'investir dans des projets avec des bases solides. J'ai même créé un Excel où, avec différents critères, on peut savoir si c'est un projet intéressant, avec des vraies fondations, un vrai écosystème, une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée. Et si c'est une vraie valeur ajoutée, on investit. Sinon, on se met en arrière, on se met en retrait. Et le Bonjour. Bitcoin en lui-même, la crypto-monnaie un peu star, la star parmi les stars, Oui. on y va les yeux fermés ou il faut faire attention quand même? Non, bien sûr, on n'y va pas les yeux fermés. On y va. Moi, ce que je conseille souvent, c'est on y va avec le DCA. Ça s'appelle le Dollar Cost Average. Ça permet de lisser son investissement sur le temps et de bénéficier des hausses, mais surtout des baisses. Par exemple, si là, tu as envie de mettre 10K sur le Bitcoin, je dirais non. Prends ton temps, mets des stop loss, surtout mets des triggers à 92, trigger à 85, trigger à 72, parce on n'est pas sûr que le Bitcoin va aller vers les 120, 130, 140. Il peut redescendre sur le précédent ATH, qui est 72 de mémoire, je crois. Donc, faut pas faire l'erreur de tout mettre au C'est même quoi moment. l'ATH? C'est le niveau le plus bas sur une certaine période. L'ATH, ça veut dire high time out. Excuse-moi, mon anglais, des fois je perds mes pédales. Donc c'est all time high. Donc ça veut dire D'accord. c'est depuis le début que la crypto existe, l'ATH c'est le point le plus haut sur la courbe, en termes de monnaie. Donc l'ATH actuel du Bitcoin, je crois que c'est 109 000. Donc 109 000, c'est D'accord. l'ATH actuel. Et le prochain, D'accord. certains visent les 130, d'autres visent les 200 000, comme par exemple une célèbre investisseuse, Cathy Wood, qui a le fonds de pension, le fonds d'investissement ARK Wood, qui est très, très coté sur Wall Street et notamment sur le Bitcoin. Elle prévoit le Bitcoin dans quelques années à 500 000 dollars. Écoute, on espère hein, parce que j'en ai pris un peu là. Tout le Parce monde que, espère. je crois que tu te mets un peu à la place de ceux qui en ont acheté en 2009-2010. Mais j'ai vu des vidéos comme ça où les gars avaient revendu et regretté à mort. Tout à Il y en fait. a un qui avait perdu sa clé Ledger. Je voudrais qu'on en parle d'ailleurs de cette fameuse clé Ledger. D'ailleurs, comment il Oui. s'appelle celui qui a inventé ça? Marc Larchevêque, la clé légère. Ouais, qui passe sur C'est M6, donc qui veut tout être à mon fait, ouais. associé. Qui veut être mon associé, je C'est quoi confirme. cette clé Ledger? Quand est-ce qu'on en a besoin finalement? Ouais. En gros, lorsqu'on a le Bitcoin, lorsqu'on achète du Bitcoin sur les plateformes, on doit, à partir d'un certain montant, donc c'est selon ses finances, on doit selon un montant, par exemple, ce que je conseille, c'est à partir de 2000, 3000 euros, de les mettre au chaud et de les conserver sur une clé Ledger. Donc une clé Ledger, c'est une clé USB tout simplement, mais qui détient, où tu détiens tes clés privées et tes clés publiques. Donc en anglais, on a l'adage Not your keys, not your coin. Si tu n'as pas ces clés privées, clés publiques, l'argent, enfin le Bitcoin qui est sur la plateforme, les plateformes centralisées ou décentralisées, elle ne t'appartient pas. Donc il est là le souci. C'est C'est-à-dire que, ouais, quand ça va bien, mais s'il y a un problème, tu peux tout perdre. tout à fait comme FTX par exemple. FTX c'était une plateforme qui appartient à Sam Bankman-Fried, un mec qui a utilisé les fonds des plateformes, le fonds des personnes qui ont utilisé sa plateforme. Donc, il allait aux Bahamas, il a payé des présidents, il a payé plein de choses, enfin, des présidents, des ministres, si je me souviens, aux États-Unis. Incroyable. Et donc, il a joué avec les fonds de, comment on dit? Des détenteurs de sa plateforme. Donc, Donc pour toi, quand on a 2000, 3000 dollars ou plus de crypto-monnaie, vaut mieux mettre ça sur une clé Ledger. C'est une clé, hein, ça ressemble à une clé USB, hein. tout à fait. C'est une clé USB qui vaut Mais même il pas faut 60-70 euros. mais il faut Hmm. faire attention, notamment au niveau des codes. Si tu les perds,
Tout à fait, bien sûr. C'est la seed phrase. La seed phrase, c'est environ 12 ou 24 mots. Et ça, elle permet de déverrouiller ta clé. Donc si tu perds ces 24 mots, tu ne peux plus les récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les plateformes, par exemple les plateformes décentralisées, comme Binance, Bitget et d'autres, elles font reposer, tu fais reposer ce risque sur elles. Donc ça veut dire c'est comme un compte bancaire lambda, mais pour les cryptos où tu achètes et tu vends. Mais pour les sauvegarder, il faut vraiment un wallet, un hot wallet, comme les clés Ledger, ou un cold wallet. Et c'est différent, c'est un wallet qui n'est pas connecté à Internet. Et donc là, on rentre sur une partie un peu plus où on sécurise ses fonds. D'accord, ça c'est un conseil important et je pense que le message est bien passé. Mm, Donc quand on commence à avoir un certain montant, on pense créer Ledger pour avoir ça. Puis surtout, on fait attention à ces mots qui nous permettent de déverrouiller la clé. Il vaut mieux perdre la clé que les 24 mots de sécurité. tout à fait, C'est tout à c'est fait. bien ça. Bon, c'était une parenthèse qui était intéressante. J'ai entendu parler de minage de Bitcoin. C'est quoi ce principe de minage de Bitcoin? Et c'est quoi un peu? Est-ce que c'est éthique? Il y a un peu des controverses là-dessus. Non, il n'y a pas de controverse sur le minage des Pas cryptos. pour toi, ouais. Non, non, du tout. En gros, un mineur, c'est quoi? On va faire la comparaison avec les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or numériques du Bitcoin, en gros, ils vont résoudre un algorithme pour valider les transactions. En gros, c'est là où on reprend le blockchain. Ces différents blocs qui sont entremêlés et si tu souhaites valider un bloc, le mineur, il est récompensé pour la validation du bloc parce qu'il va trouver le nonce précédent. En gros, c'est ça. Il va sécuriser les transactions. Il va faire valider la transaction et en même temps, il va être récompensé en Bitcoin ou plutôt en Satoshi actuellement parce que il peut pas être. Bref, il y a plein de choses derrière. Mais il est récompensé parce il ajoute pour valider la transaction, il ajoute une force computationnelle. Donc cette force computationnelle, c'est des cartes graphiques et d'électricité qui permettent de valider les transactions. Et donc, il y a pas de souci éthique. Le souci éthique, il est plus sur du staking ou du lending. Staking, c'est sur d'autres typologies de blockchain, pas sur la proof of work, donc sur la preuve de travail, mais sur la proof of stake. Là, c'est la preuve d'enjeu. L'enjeu, il est quoi? Tu sécurises le réseau en mettant en gage, ou en mettant en gage tes Ethereum. Par exemple, tes Ethers, tu vas les poser, tu vas sécuriser le réseau en évitant les fluctuations trop importantes. Donc là, le lending, il y a aussi autre chose, et le borrowing. Lending, c'est tu vas prêter tes cryptos contre un pourcentage. Et ça, bien sûr, c'est niveau éthique, c'est déconseillé. Mais non, le minage n'a pas de souci là-dessus. Donc c'est pour ça que, niveau éthique, investir dans le Bitcoin, c'est que du bénéf. Même il y a plein de savants actuellement qui disent que le Bitcoin, tant que tu ne fais pas de choses interdites comme lending ou le borrowing, tu as le droit parce que c'est une monnaie qui est source de... Une monnaie, c'est quoi une monnaie tout simplement? C'est une monnaie qui est ni contrôlée par personne, aucune entité, elle a simplement le fait d'échange entre personne à personne et elle n'est pas et tu ne dois pas l'utiliser sur des choses illicites. C'est une monnaie. Ouais, là, on a fait une parenthèse un peu sur l'avis pour les musulmans, hein, notamment, qui nous écoutent. Oui, Parce qu'il y en a qui, sans même savoir, sans même se renseigner, te disent que c'est haram, et qu'il faut pas, mais je sais que les avis sont beaucoup plus partagés que ça, et c'est ouais. beaucoup plus complexe que ça. Euh, Allez, donne-nous un petit cadeau là. Si on met à part le Bitcoin, allez, trois crypto-monnaies sur lesquelles il faudrait mettre un petit billet aujourd'hui et qui peuvent rapporter gros, selon toi. Un petit billet sur trois cryptos. Donc, je mettrai un petit billet sur tout ce qui est IA. Donc, parce que les agents IA, c'est
C'est des agents, c'est des IA, c'est une technologie qui permet de faire des choses sans l'humain. On les a programmées et elles peuvent interagir entre elles. C'est tellement puissant, ça résout tellement de cas d'usage que je vais vous conseiller Zerebro. Zerebro. Et Cérébro. notamment, ouais, Zerebro. Et notamment une deuxième qui s'appelle Virtual Protocol. Donc Virtual Protocol, c'est aussi une crypto très tendance. Je crois qu'elle a fait 100% depuis 30 jours. Et une autre, donc on appelle ça les narratives. Donc c'est les différentes catégories de blockchain. Aussi la DeSci. Ça s'appelle tout ce qui est scientifique décentralisé. Là aussi, la blockchain, elle est en train de révolutionner un ma- l'écosystème, tous les secteurs qui existent sur les différentes entreprises, et ben, la blockchain est en train de la révolutionner. Et là, ce que l'on voit sur différents analystes, notamment aux États-Unis, c'est le secteur de la santé. Là où, et c'est vraiment là, c'est du full value, et j'en parle qu'à mes abonnés. J'en ai même pas parlé sur LinkedIn, juste pour info. Donc Cadeau, là, cadeau. cadeau, c'est vraiment du lourd. La décentralisation liée à la santé. Les riches aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent commencer à transhumaniser l'être humain. Transhumaniser d'abord eux-mêmes, tenter de vivre le plus longtemps possible. Et ben, il y a des projets qui sont en train d'aider sur cet aspect-là. Et notamment, j'ai perdu le nom, il s'appelle Uro. URO. Donc là, voilà, Mais allez chercher. ça, tu la recommandes, mais est-ce que c'est éthique, justement? C'est C'est éthique et non, parce que Uro, ils sont pas sur l'aspect transhumanisation, mais ils sont plus sur l'aspect échange communautaire entre scientifiques. Et donc c'est pour le D'accord. savoir. Donc pour niveau éthique, on est totalement dedans. On est entre transfert de connaissances entre scientifiques. Mais après, ce qu'ils en font derrière, nous on n'est pas, je pense pas qu'on soit concerné. Mais il n'y a pas de transhumanisation dans le projet. C'est important de le dire. C'est Bien important de sûr, le dire. tout à fait. Le Bitcoin, les 2 derniers mois, là, il s'est passé de 100 000, il s'est descendu à 73 000, je crois. Là, Oui. il revient proche des 100 000. Comment tu décryptes ça, toi? Il s'est passé quoi, en fait, pour un peu d'actualité, hein? Ouais, un peu d'actualité. Bah, pour la faire court, le Bitcoin, il est actuellement, c'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. Silencieusement, c'est une guerre. Ils sont en train de faire en sorte d'accumuler le maximum de Bitcoin parce qu'ils sont persuadés derrière que c'est la monnaie du futur. On voit bien entre l'hégémonie des États-Unis et les BRICS qui souhaitent revendre du pétrole plus en or, plus en dollars, mais sur les monnaies alternatives. Donc on voit bien qu'il y a, il y a, il y a, il y a une redistribution des cartes qui est liée à cet asset qui est le Bitcoin. Et depuis l'investiture de Trump, donc Trump a beaucoup joué sur la vague, mais en même temps, les institutionnels comme BlackRock, comme Vanguard, comme d'autres entreprises, d'autres fonds qui gèrent des trilliards de dollars, et bien aussi, c'est la même chose. Ils essayent d'accumuler lentement mais sûrement, et en même temps ils font bouger, ils font varier, ils font fluctuer pour que nous, petits porteurs, on n'accumule pas de Bitcoin, on n'achète pas de Bitcoin et on se dise, ouais, c'est la fin, il n'y a plus de Bitcoin à miner. Mais il en reste. Il y a 21 millions de Bitcoin. Actuellement, on en a mis, et tout le monde en a miné, je crois, que ça, ça aussi autour des 19 millions ou et quelques, 20 millions bientôt. Mais il en reste. Et ce qui est intéressant, c'est que un Bitcoin, ok, c'est cher, mais on peut devenir millionnaire en Satoshi. Et là, on peut devenir millionnaire en Satoshi. Ne serait-ce que, je crois que c'était il n'y a pas longtemps, on pouvait devenir millionnaire en Satoshi en mettant 1000 euros. Tu peux être millionnaire en Satoshi. Ça veut dire que demain, Attends, juste réexplique bien Satoshi ouais, versus le Bitcoin, c'est quoi la différence? yes, en gros, Satoshi, c'est l'unité de mesure. Un Bitcoin, c'est 1 milliard de Satoshi. Donc tu peux D'accord. devenir, en investissant que 1000 euros, tu peux devenir millionnaire en Satoshi. Ça veut dire que tu n'auras pas un Bitcoin, bien sûr, parce que ça vaut 100 000, mais tu peux être millionnaire en Satoshi, avoir des Et ça sert à 0,001. quoi, en fait? Bah, si le Bitcoin,
dans 5, 10, 30 ans, vaut 1 million de dollars. Notre monnaie fiat, qui est dévaluée, qui est dévaluée aussi au fil de l'inflation, et ben les Satoshi, ils seront beaucoup plus importants que les monnaies fiat. Est-ce que tu vois un peu on dit l'inflation, mais pour se protéger de l'inflation, il faut investir sur un asset, donc une technologie, qui ne dépend pas des politiques monétaires et budgétaires des différentes du FMI ou de la PCE. D'accord, donc quand Bitcoin a chuté là, concrètement, c'était dû à quoi? C'est l'interférence de la Chine? Non, il y a tellement de paramètres. On peut pas résumer une baisse avec des paramètres comme ça. C'est la guerre silencieuse, et tout le monde le dit. Ils font tanguer le navire pour que les petits porteurs sautent du navire. Ils arrêtent C'est d'accumuler. important là, parce que là on arrive sur un truc important, tu vois, pour celui qui s'y connaît pas bien et qui achète, ben moi par exemple, mais heureusement tu m'as accompagné, tu m'as aidé. Quand j'achète à 95 000 et que je vois que ça descend jusqu'à 73 000, bon, Oui, il y a un truc très important que tu m'as dit déjà, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. tout Ça, à fait, tu vas le réexpliquer puisque c'est un principe éthique fondamental pour ne bien pas sûr. mettre les gens en détresse. Et Hmm, la deuxième chose, c'est que j'aurais pu être tenté de tout liquider en fait. Quand je vois que je commence à perdre, je sais pas moi, 500 euros, 1000 euros, mhm. et là aussi, ton apport d'expert m'a permis de garder la tête froide, d'attendre. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est revenu à un niveau auquel je l'ai acheté. J'espère que ça va continuer. Et puis comme ça, je vais être bénéficiaire. Mais je pense que tu dois aussi un peu alerter par rapport à ça, ceux qui nous écoutent. Tout à fait, je confirme. La base de l'investissement, comme tu l'as dit, c'est n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin, donc tu n'as pas besoin du tout. Donc il y a par exemple, c'est comme par exemple lorsque tu investis en bourse sur les différentes plateformes, tu passes un petit questionnaire pour maîtriser, pour voir, pour jauger de ton profil risque, ratio risque. Est-ce que tu es un investisseur avisé? Est-ce que tu sais gérer? Bref. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que l'argent que tu n'as pas besoin par mois, on va dire tu gagnes 3000 et tu n'as pas besoin de 500 balles, bah tu peux te permettre de perdre 200, 300 ou 500. Et tu peux lisser ton investissement sur la durée. Et aussi, comme tu l'as dit, si on investit lorsque le Bitcoin était au plus haut à 109, tu ne dois pas te dire, ouais, j'ai perdu, si le Bitcoin descend à 73, tu ne dois pas te dire, ah, j'ai perdu. Surtout, l'horizon investissement Bitcoin, c'est minimum 5 ans. C'est pas minimum 2 mois, 3 mois. Cet investissement-là, c'est sur la durée, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Avant, à l'époque, on pouvait se dire, ouais, si j'ai pas fait x2 dans une semaine, je vends tout, je liquide tout, et je vais reprendre une position au plus bas. Mais non, on peut plus. Et les cycles ne se, retro- ne se reproduisent plus de la même manière. Donc, par exemple, il y a tellement de projets, tellement de liquidité qui est diluée sur tellement de projets on peut plus se permettre d'avoir des x2, x3 comme à l'époque. Donc, c'est pour ça que, Cependant, tu as des personnes qui ont une toute autre stratégie. oui, Je te donne un exemple. Il est à 73, ils achètent. Ils remontent à 95, ils gardent. Et dès qu'ils voient que 95 revient à 90, ça redescend, ils vendent. Et ils reproduisent. Donc ils se font de la marge entre 73 et 90. Et ils se font comme ça à chaque fois des petits gains. Est-ce que c'est une stratégie qui est payante? Mais en tout cas, je sais que c'est une stratégie qui demande beaucoup d'investissement, en termes de temps. tout à fait, je confirme. Moi, ce que je dis souvent, c'est euh, il y a deux profils. Le profil trader ou le profil investisseur long terme. Moi, j'évite de regarder les graphiques chaque matin. Je ne regarde que de temps en temps et surtout avec l'IA, j'ai automatisé différents scripts qui me permettent d'avoir des scripts et d'avoir des retours d'analyse poussés par l'IA. Et d'autre part, tu as cette stratégie-là qui est d'investir bas et revendre haut. Mais si tu investis bas, ok, tu n'es pas à l'abri que ça continue.
et tu as vendu à 93, mais là, par exemple, il est à 99, s'il monte, tu vas t'en vouloir, tu vas dire, oh non, dommage, là, il est monté haut, qu'est-ce que je fais? Je rachète à 105, ou est-ce que je laisse et il va redescendre? Mais tu n'es pas sûr, parce qu'il peut continuer à 125. Donc en fait, c'est de la psychologie. L'investissement est souvent, donc par exemple, je te dis, Tammy Kabaj, il a créé pas mal de livres et c'est un investisseur avisé où je puise mes sources. Il dit souvent, n'investissez que sur la durée. Au moins, tu vas bénéficier, non, ça va que augmenter. Surtout sur la crypto, sur le Bitcoin notamment, ça n'augmentera, ça va que augmenter. Tu penses Et que, selon tes sources et l'actualité que tu suis, tu penses que le Bitcoin il finira à combien fin 2025? fin 2025, comme on dit, on n'a pas de boule de cristal. On a uniquement différents analystes et différents, par exemple, souvent sur le sujet, euh, l'analyse technique, ils peuvent, c'est soit il va rester sur ce range 73, 95, 105, ou soit il peut aller pulvériser les 175. Donc au mieux, c'est 175 à la fin de l'année, ou au pire, 73, 69 précédent ATH. D'accord. Et tu penses qu'un jour le Bitcoin pourrait disparaître ou s'effondrer? Si oui, ce serait dû à quoi? Le Bitcoin peut disparaître si les États, mais même si les États souhaiteraient le faire disparaître, ils peuvent pas. Par exemple, la Chine l'a banni à une époque. Eh ben, il a quand même continué d'exister. La Chine a interdit le Bitcoin, a interdit toutes les fermes de minage sur son territoire à une époque, et le Bitcoin, il a augmenté, il a fait x2 suite à cette annonce. Parce que toutes les fermes de minage qui étaient là-bas, elles ont été cachées, elles ont été sous terre, et il y en a même qui sont allés autour de la Chine. Mais sincèrement, si le Bitcoin s'effondre, c'est qu'il y aura quelque chose de très puissant derrière, et je pense pas qu'il puisse un jour s'effondrer. Je ne pense pas, Ouais. sincèrement, non. Parce que l'écosystème et le consensus est créé d'une façon où chacun des acteurs en a besoin. Et donc Ouais, surtout, donc là, ça fait une parallèle au fait, moi j'en parle un peu, je dis que l'adoption au Bitcoin et aux crypto-monnaies interviendra lorsque, au mois d'octobre, la première phase de test des CBDC, des MNBC plutôt en français, monnaie numérique de banque centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la BCE est en train de créer sa monnaie, son e-wallet, le e-euro. Et là, hmm, intéressant ça. je laisse mes auditeurs rechercher sur le sujet. Et voilà. Mais franchement, Hmm. l'adoption interviendra après ça. Tout le monde va se jeter sur les cryptos. Enfin, les cryptos saines, normalement. Morad, comment on te trouve sur LinkedIn si on a envie de tes conseils, que tu nous accompagnes en crypto, parce que c'est un monde qui est compliqué quand même, hein. Bitcoin et autres crypto-monnaies. Comment on te trouve sur LinkedIn? On tape quoi? Et, euh, et après, évidemment, une fois qu'on te contacte, tu nous invites à rejoindre ton groupe WhatsApp qui est payant, je le rappelle, sur la base d'un abonnement mensuel. Ça, les tarifs, tu verras avec les gens qui te contactent. Yes. Mais honnêtement, pour y être, entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte, c'est un abonnement qui est vraiment très minime. Quand on sait les gains qu'on peut faire avec des conseils d'experts et quand on sait aussi ce qu'on peut perdre, justement, quand on n'a pas les conseils. Du coup, sur LinkedIn, le nom LinkedIn Mourad, un espace M, tout simplement. M. Voilà, c'est Yes. Monsieur M, Mourad M. C'est bien ça. l'anonyme, l'expert de. Je te laisse le mot de la fin. Tu voudrais nous dire quoi de plus? Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto. Si vous ne croyez pas en Bitcoin, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. À méditer. Yes. Do your own research. Faites vos propres recherches. En tout cas, toi, tu y crois. T'es Voilà. convaincu Ça se voit. et ça se voit. Combien de Yes. pourcents si on fait une moyenne de toutes tes cryptos entre le moment où t'es rentré et aujourd'hui, combien de pourcents d'augmentation sur tes monnaies? Une Sincèrement, moyenne. ouais, en moyenne, bah, je vais te le dire sincèrement, avec les kidnappings qui arrivent, qui se passent
En ce moment, là, il y a quelques jours, un kidnapping qui a été euh, comment on dit, avorté par la BRI et tout. Ouais, j'ai rien, j'ai pas beaucoup, franchement. Je fais que du conseil et j'ai pas de crypto. C'est le mot de la fin. Je sens la pointe d'ironie, mais t'as bien raison. Ceux qui prendront tes conseils, peut-être que tu leur diras en Bien sûr, je off, partagerai en off, oui, bien en sûr. one-one. Tu me l'avais déjà dit, moi, mais on respecte la confidentialité. En tout cas, Voilà. merci beaucoup. Merci à vous Merci à tous qui toi. nous avez écoutés. Merci Morad. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Travaillez bien et puis restez éthiques. Ciao. Salut.